J'ai fait un grand parcours pour venir jusqu'ici. J'habite du côté de Grenoble. Donc venir ici, c'est vraiment le bout du monde pour moi. donc, voilà, donc je suis Marie Rabatel. Donc je suis personne autiste. Je suis également présidente de l'association francophone de femmes autistes et également ambassadrice du ruban vert pomme. Le ruban vert pomme, c'est un mouvement de sensibilisation au délai de prescription des viols commis sur les mineurs pour que, au lieu que ça soit 38 ans aujourd'hui, on espère que ça se dépasse de 30 ans, c'est-à-dire 48 ans, mais l'idéal, ça serait qu'il n'y ait pas de délai de prescription. Donc aujourd'hui, je vais vous parler je vais vous faire une sensibilisation aux violences sexuelles et les conséquences qu'il y a, notamment psychotraumatiques. Alors je suis désolée, je ne vais pas pouvoir rester debout parce que j'ai un petit peu des douleurs à la jambe. Alors de quoi on va parler exactement? Parce que tout le monde veut savoir ce que c'est les violences sexuelles, mais très souvent on se trompe sur le contenu de qu'est-ce que la violence sexuelle. Donc une violence sexuelle, elle peut être verbale, elle peut être visuelle, psychologique ou tout contact physique. Alors je vais vous expliquer un petit peu ces termes. Donc tout ce qui est verbal, c'est les mots que vous pouvez employer dont la personne qui est en face de vous n'a pas envie d'entendre. Quand vous parlez de sexualité et que la personne n'a pas envie d'entendre. Quand vous parlez de pénis ou de vagin et que la personne en face n'a pas envie d'entendre. Donc ça peut lui laisser des traumatismes et c'est considéré comme une violence sexuelle. Tout ce qui est visuel, donc visuel, c'est ce qu'on peut voir sur des images ou sur des films. Il y a des personnes qui pensent que montrer un film pornographique à sa compagne ou son compagnon est bien. Et si la personne ne veut pas, c'est considéré comme une violence sexuelle. Après, les violences psychologiques. Par exemple, si une personne est lesbienne et que vous allez forcer la personne à vouloir être hétérosexuelle, c'est une violence sexuelle. Et les contacts physiques. Donc le contact physique, ça peut aller de toucher les épaules, toucher le cou, caresser le cou, un baiser, ou alors ça peut aller aussi à la pénétration anale, vaginale ou orale. Donc, comme je l'ai écrit, c'est par là qu'une personne se sert d'un enfant, ou d'un adolescent, ou d'un adulte, en vue d'une stimulation sexuelle, la sienne ou celle d'une tierce personne. Donc là, je vais vous parler des chiffres. Donc il faut savoir qu'il y a 3/4 des abus sexuels sont commis dans l'enceinte familiale. 97% des agresseurs sont des hommes. 85% des agresseurs sont connus de la victime. Très souvent, on pense qu'un agresseur, c'est celui qu'on va rencontrer malheureusement sous un pont sombre. C'est faux. Très souvent, c'est dans l'entourage. Et on les connaît très bien. Ils nous connaissent très bien, notamment les personnes autistes. Il faut savoir qu'un viol sur une personne vulnérable se reproduit plusieurs fois. Il y a 80% des personnes handicapées, tout handicap confondu, sont victimes de violences sexuelles, dont 78% pour les personnes autistes, pouvant aller jusqu'à 90% chez les femmes autistes. Alors ces chiffres, je ne les invente pas. Alors ils sont très tristes, mais je ne les invente pas. Ça vient d'études. Donc c'est une étude canadienne, parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est un sujet qui est plus que tabou, puisqu'il ne faut surtout pas en parler, notamment dans les institutions, parce qu'il y a beaucoup de violences sexuelles qui ont lieu dans les institutions. Dans les institutions, c'est-à-dire dans les IME, où il y a des enfants qui sont victimes de pédophiles, c'est des éducateurs, des veilleurs de nuit, des choses comme ça.
Et puis il y a aussi dans les foyers de vie, les femmes, les masses, où très souvent les violences sexuelles ont lieu entre résidents, et notamment les deux n'ont même pas conscience de ce qu'ils sont après faire. En fait, ils pensent que l'autre est consentant et vice-versa. Et ce qui est très souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut savoir aussi qu'on dit les personnes autistes, c'est des personnes très gentilles. Oui, on est très gentils. Mais une personne autiste peut aussi être un agresseur. Voilà. Donc il y a toutes les sources, notamment, après si vous en voulez d'autres, j'en ai d'autres, qui datent de mars 2018. C'est des études qui, bien évidemment, pas en France, mais il y en a d'Irlande, il y en a d'Australie, qui montrent que les personnes autistes, et notamment les femmes, sont les plus vulnérables aux violences sexuelles, de tous les handicaps confondus. Donc je vais faire un rappel. La violence sexuelle est une violation de l'intégrité de la personne humaine et provoque toujours un traumatisme. On peut penser que il nous a fait une bise, il nous a volé un baiser, c'est pas grave. Si ça laisse un traumatisme, plus ou moins grand, mais ça laisse un traumatisme. Tout individu forcé à agir contre sa volonté, soit sans son consentement, est victime d'un agresseur. Alors au niveau du consentement, il faut savoir que pour une personne autiste, c'est très compliqué cette notion-là, parce que c'est une notion qui est abstraite. Pour une personne autiste, l'abstrait, c'est difficile à comprendre. Nous avons besoin des choses concrètes. Et cette notion abstraite du consentement doit vraiment être travaillée, vraiment, pour comprendre qu'on a le droit de dire non, et que c'est pas parce qu'on dit non que finalement on est méchant, ou que l'autre va nous en vouloir. Ça fait partie du consentement. Notre association, l'AFA, est après réalisé un livret avec le planning familial national dans le cadre de Handicap et alors. C'est un livret qui est réalisé sous forme de pictogrammes avec que des notions concrètes et dans le but d'être accessible à toutes les personnes qui n'ont pas accès à la lecture, qui n'ont pas accès à l'implicite. Et ça peut être aussi utile pour les personnes migrants qui ne parlent pas le français. Alors il va y avoir 5 points. Je vais vous évoquer 5 points. Donc le premier, c'est l'autisme et la communication sociale, brièvement, parce que je pense que vous connaissez tous à peu près. Mais c'est bien de faire un petit point, un petit rappel. Les facteurs de vulnérabilité, qu'est-ce qui rend finalement vulnérables les personnes autistes aux violences sexuelles? Les différentes conséquences. Comment se protéger des agresseurs potentiels? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en protéger? Et puis, que dit la loi? La loi, elle est très importante. Et souvent, on a tendance à l'oublier un petit peu, parce qu'on pense que ça ne nous concerne pas. Donc, l'autisme et la communication sociale. Alors là, je vous donne un exemple tout bête, vraiment tout bête. Des termes qui sont employés quand vous parlez de la notion du temps. Alors, on peut voir qu'on se rend compte qu'on n'a pas le même dictionnaire, finalement. Quand le mot est employé demain, pour nous, demain, c'est le jour d'après. Et très souvent, pour les personnes qui ne sont pas autistes, vont employer le mot demain. Pour eux, dans leur tête, c'est pas demain, le jour qui suit, mais en fait, c'est un autre jour. Dès que possible, c'est pareil pour nous, dès que possible, c'est maintenant, finalement, c'est tout de suite. Pour une personne non autiste, c'est quand elle aura le temps, ou quand elle prendra le temps, finalement, de faire la chose. Dans les prochains 24 heures, 24 heures, c'est 2 fois 12 heures.
Et pour une personne non autiste, en fait, dans les 24 heures, ça ne veut pas dire la même chose. Ça peut être 24 heures, 36 heures, 48 heures, 72 heures. Quand on me dit souvent, allez, on viendra pour aux alentours de 16 heures. Aux alentours de 16 heures, pour une personne autiste, c'est 16 heures. Voilà. Et pour une personne non autiste, finalement, c'est entre 15h45 ou 16h30. C'est très vague. Et il y a aussi une expression, je ne sais pas si vous l'utilisez ici, c'est « à tantôt ». À tantôt, en fait, pour nous, ça ne veut strictement rien dire. Après, vous l'utilisez, cette expression? Non, ça peut être. Je sais pas, je sais que moi, dans le Dauphiné, on l'utilise aussi, quoi. Voilà. Il y a des tas de gens qui disent à plus. Voilà, tantôt à plus aussi. Donc c'est des expressions qui ne veulent strictement rien dire pour nous, et en fait ça a du sens pour les neurotypiques. Il y a Tony Hallwood, il a exprimé que les personnes avec autisme éprouvent des difficultés à lire et à comprendre les intentions et les émotions fines et complexes des autres, ainsi qu'à communiquer efficacement leurs pensées et leurs sentiments intimes. Alors c'est vrai que c'est compliqué de dire nos sentiments par rapport à quelqu'un, parce qu'on a un peu cette difficulté à différencier l'amitié et l'amour. Donc on ne sait pas trop ce qui dépend de l'intimité au niveau de l'amitié et ce qui dépend de l'intimité autour de l'amour. Et il y a Isabelle Hainaut qui dit « Si les messages transmis lors d'une conversation ne sont pas suffisamment clairs au niveau verbal, certains ne se rendent d'ailleurs même pas compte que la personne en face est en train de draguer ou de tenter de séduire. Ne pas décoder cette subtilité amène à des situations de malentendus et d'incompréhension très dérangeantes. » Donc à ce sujet-là, je vais vous lire un témoignage d'une femme de notre association qui nous a transmis et vous allez comprendre. Donc c'est un témoignage qui nous avait été transmis dans les jours des Orange Day. Donc les jours des Orange Day, en fait, c'était une campagne qui a été énoncée par l'ONU pour lutter contre les violences faites aux femmes. Je vous livre une pièce de puzzle de ma vie. Cet épisode ne fait pas ce que je suis, mais est une partie de mon histoire. J'étais une fille peu bavarde et discrète, et je pouvais parler pendant des heures des composants des synapses et de leurs cellules nerveuses. Malheureusement, les neurones n'intéressaient personne de mon entourage. Pour éviter d'être traité trop souvent de débile et d'être rejeté, j'avais compris, en observant le monde sociétal, qu'il fallait mieux se taire plutôt que de parler de ce qui animait ma pensée. Ce jour-là, j'étais allé chez une connaissance pour lui rendre un livre sur les neurotransmetteurs. Nous étions tous les deux dans un studio d'étudiants. Il me racontait ses réussites culinaires obtenues avec 3 fois rien. Cela ne m'intéressait guère, mais sa présence était sympathique. Et puis, j'avais peu de relations amicales. Pour tout dire, malgré mes 17 ans, je n'y comprenais pas grand-chose à ces situations sociales. Alors, j'étais ravi de sa compagnie. Avec lui, j'avais l'impression de discuter comme le faisaient les jeunes filles de mon âge. Au fil de la discussion, il me dit « Qu'est-ce que t'es bonne ?» Prenant sa phrase au sens littéral, dans son contexte initial, je lui rétorque avec aplomb et fier de l'apprentissage fait par mes parents, sur le bon
et le pas bon. Comment peux-tu affirmer que quelque chose est bon sans y avoir goûté? Mes parents m'ont appris qu'il n'était pas permis de dire de telles affirmations, tant que l'aliment n'était pas en contact avec les papilles. Il me sourit alors et me caressa la joue, puis posa ses lèvres sur les miennes. J'étais complètement sidéré. Je n'avais aucune envie de sentir ses mains, sa langue, sa bouche sur ma peau. Je ne comprenais pas le lien entre ma réplique et son attitude face à mon corps. Mais qu'avais-je bien pu dire pour lui permettre de s'autoriser à se comporter comme cela? J'étais perdu dans le doute et ne savais pas comment m'exprimer. Il me parlait d'oignons émincés. Quel lien y avait-il entre son comportement, mon corps et les oignons? Je ne comprenais rien du tout, mais je savais que je ne voulais pas de ses mains sur mon pantalon. Je n'arrivais pas à réagir pour lui signifier d'arrêter sa visite corporelle. Sa respiration et son odeur devenaient de plus en plus fortes et insupportables. Mon regard se noyait dans le haut du mot géopolitique, écrit sur la couverture d'un de ses livres. Je ne comprenais plus rien, j'étais comme spectatrice d'un film d'horreur. Ce haut allait me laisser des traces pour longtemps. Je me suis retrouvée métamorphosée en poupée de chiffon, complètement nue, sans pouvoir intervenir et comprendre cette douleur entre mes cuisses. Ma tête tapotait sur le sol au rythme de ses va-et-vient. Je n'arrivais pas à sortir de cette terreur que je venais de vivre, comme si la mort était toujours là. Qu'elle et moi étions enfermés dans une bulle. Je suis partie de chez lui, les yeux mouillés, injectés de mort, sans mots. Les mots sont d'ailleurs restés emprisonnés pendant plus de 25 ans, jusqu'à ce que ma mémoire explose comme une bombe dans mon corps et dans ma tête. Je n'avais pas intégré qu'il voulait manger mon corps. J'avais pensé que sa phrase nécessitait une réplique apprise en lien avec la gastronomie, et non un consentement à une relation sexuelle. Le fait de ne pas comprendre son sous-entendu m'a mis en danger et exposé à son désir sexuel. J'ai été violée car nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Nous étions dans deux mondes différents. Cette profonde incompréhension n'a fait qu'accentuer le manque de confiance en moi. Mes difficultés de communication sociale ne m'ont pas aidé à me sortir à temps de cette relation, ni à anticiper les dangers auxquels je m'exposais en de telles circonstances. Et la notion de consentement, parlons-en. J'ai beaucoup de difficultés à la comprendre, c'est tellement abstrait. Alors, verbaliser ou signifier corporellement un non est comme une mission impossible. Cette situation dans laquelle je me suis retrouvée ne fut pas unique. Je n'arrivais pas à transposer les conséquences d'une situation à une autre, même si je sentais en moi que c'était synonyme de douleur, de cauchemar et de mort. Tout cela ajouté à ce non, prisonnier dans ma gorge, qui n'arrivait jamais à sortir de ma bouche et de mon corps. Combien de fois je me suis sentie salie par l'incompréhension de la relation? Combien de fois je me suis retrouvée infestée de douleur et de souffrance, n'ayant pas compris l'intention de l'autre? Combien de fois j'ai pensé que j'étais uniquement un dévidoir à sperme? Combien de fois ce non était là, sans être en capacité de l'exprimer? Combien de fois mon corps s'est retrouvé déchiré par tous ces hommes? Combien de fois j'ai voulu me donner la mort avant que l'autre ne revienne me l'injecter? Oui, combien de fois mon autisme m'a tué? Donc c'est un témoignage qui est très fort, mais qui montre bien toute la dimension en fait, de l'incompréhension dans la communication sociale qui peut nous mettre en danger. Alors, là on va parler des facteurs de vulnérabilité chez une personne autiste. Alors il y a différents facteurs, on ne les a pas tous non plus,
mais il y en a d'autres que j'ai pas listées. Donc il y a le non-verbal, parce que moi j'ai la chance de verbaliser, et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir parler. Il y a aussi le déficit de communication sociale. Il y a la déficience mentale. Voilà, on pense que les personnes autistes, alors soit elles sont toutes super intelligentes, ce qui est faux parce qu'on n'est pas plus ou moins intelligente. On a une intelligence qui est différente. Mais il y a aussi, comme chez les neurotypiques, des personnes autistes qui ont aussi une déficience intellectuelle. Et cette déficience intellectuelle favorise encore plus le facteur de vulnérabilité. Il y a la faible crédibilité. La faible crédibilité, c'est-à-dire que, en fait, on ne croit pas souvent les personnes autistes. Quand on dit quelque chose, on ne nous croit pas souvent. Il y a le manque de pouvoir de décision et de contrôle de leur vie. Pourquoi j'ai mis ça comme facteur ? Parce que très souvent, les personnes non autistes décident à notre place et c'est un petit peu comme si notre parole n'était pas entendue. Et ils contrôlent un petit peu notre vie. Je sais bien que quand on est dépendante ou dépendant, on a besoin d'une tierce personne, mais c'est pas pour ça que la personne qui est l'aidant doit diriger notre vie. Il y a l'entraînement à la soumission et à l'obéissance. Alors l'entraînement à la soumission, alors ça peut faire bondir, et pourtant c'est ce qu'on nous apprend quand on est enfant. Quand on est enfant, on a beaucoup de difficultés, bien sûr, dans la relation à l'autre, et du coup on va nous apprendre, sauf qu'on va tellement nous apprendre qu'on va nous mettre en position de soumission à chaque fois. Et du coup, on est des gentilles petites personnes qui obéissent très bien. Leur difficulté à reconnaître le danger potentiel. Alors oui, on a cette difficulté de reconnaître les dangers. On n'arrive pas à voir dans une situation quand il va se passer quelque chose de négatif. On s'en rend compte très souvent quand on vit le moment. Le déficit de compétences interpersonnelles. Donc, c'est-à-dire que on a cette difficulté en fait à se lier d'amitié avec une autre personne, et très souvent les personnes autistes sont seules, et quand on est seul, on est davantage plus vulnérable. Il y a cette difficulté à discerner les gestes appropriés de ceux qui ne le sont pas. Alors oui, on a cette difficulté à savoir ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Alors on nous l'apprend, donc on peut l'apprendre dans les groupes d'habilité sociale, mais il faut savoir qu'on a aussi cette difficulté de transposer une situation à une autre. Du coup, ça rend encore plus difficile la compréhension, et ça nous augmente considérablement la vulnérabilité. Il y a aussi l'ignorance au regard de leur droit à refuser de se prêter à des actions auxquelles ils n'ont pas envie. Donc, on a cette difficulté à repousser, à dire non, et on ne sait pas ce que les autres ont le droit de nous faire et pas le droit de nous faire. Il y a un manque de connaissances et d'éducation sexuelle. Pendant très longtemps, on a pensé que les personnes autistes n'avaient pas de désir sexuel. Ce qui est bien évidemment faux. On est des êtres humains avant d'être des personnes autistes. Et les personnes autistes n'avaient pas accès justement à l'éducation sexuelle. Et puis il y a aussi le manque d'estime de soi. Parce que depuis qu'on est enfant, on nous rabâche quand même si tout le monde essaye de faire des efforts, que oui, tu sais pas faire, tu fais pas d'efforts, enfin des choses comme ça, sachant qu'on fait tous les plus gros efforts du monde pour essayer de faire ce qu'on nous demande, et du coup on perd beaucoup d'estime en nous. Et puis il y a aussi le fait que quand on essaye de s'exprimer, des fois on a l'impression qu'on ne doit pas employer les bons mots parce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre. Et du coup on perd aussi de la confiance en soi.
Et puis il y a toutes les difficultés qui sont liées à la relation sociale en tant que telle. C'est-à-dire qu'on prend tout au sens littéral. On ne voit pas ce qui est positif et négatif d'une relation sociale. On ne s'en rend pas toujours compte. On n'a aucune méfiance sociale. Jusqu'au moment où une personne va nous faire du mal. Et du coup, on va se dire ça, c'est pas bon, parce qu'en fait, il nous fait mal. Mais si ça se reproduit, comme on est aussi dans la capacité de pouvoir dire non et de repousser, on va de nouveau être victime d'une agression. Et puis il y a la difficulté de repérer les situations à risque à temps. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte quand une situation va être dangereuse, et il faut qu'on la vive finalement pour se rendre compte qu'elle est dangereuse. Et il y a aussi toute cette difficulté de décoder l'implicite et les intentions d'autrui. Donc tout ça, ça nous rend très naïfs et vulnérables, et ça favorise extrêmement les risques potentiels d'être victime de violences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pas que sexuelles. Il y a aussi les violences physiques, ou les violences conjugales, ou les violences que les parents peuvent faire sur leurs enfants, parce que on a beau être d'essayer d'être le plus sympa possible, quand on est enfant et qu'on a un trouble de comportement, sachant que le trouble de comportement, il n'est pas là par hasard, il est là parce qu'on est dans l'incompréhension de quelque chose, ou alors on est en surcharge sensorielle, et du coup on se retrouve dans une fatigabilité sociale qui augmente l'angoisse, le stress, et qui nous provoque finalement un trouble de comportement pouvant allant jusqu'à une crise dite autistique. Voilà. Donc il faut quand même savoir que les femmes autistes sont davantage victimes que les hommes, même si les hommes sont victimes aussi de violences sexuelles. Pourquoi les femmes ? Parce que avant d'être autiste, comme je vous l'ai dit, on est des femmes. Et dans la société, une femme, elle est davantage victime des violences sexuelles. Alors il y a deux types. Il y a dans les institutions, les personnes qui sont non-verbales, les femmes qui sont non-verbales, qui n'arrivent pas à exprimer et qui ont aussi une déficience mentale, va donc être très touchée par les violences sexuelles. Et puis il y a aussi les femmes dites Asperger, qui du fait d'être entre guillemets intégrées à la société fait que on va rien remarquer de l'autisme, et du coup elles vont aussi dans certaines situations elles-mêmes se mettre dans la gueule du loup sans s'en rendre compte. Donc tout ça, quand on est une femme, et en plus quand on a un fonctionnement autistique, on a toutes les chances d'être victime de violences sexuelles. Alors toutes les chances, j'essaye de faire un jeu de mots, mais non. Voilà. Donc c'est pour ça que tout ce qui suit derrière est très important. En fait, cette vidéo, elle vous explique pourquoi les femmes d'aujourd'hui, alors malgré tout ce que peut mettre en place Marlène Schiappa sur les violences sexistes et sexuelles, tout ce qui fait que dans notre société, les femmes, elles ont quand même une place qui est bien différente des hommes, malgré toute la bonne volonté du monde. Il y a des choses qui sont ancrées, et je vais vous montrer une vidéo où c'est des enfants qui s'expriment de la vision qu'ils ont de leur papa et la vision qu'ils ont de leur maman. Elles sont très contentes comme ça. C'est quelqu'un qui l'a décidé que les filles devaient faire la vaisselle, ou c'est une loi ? Moi, à mon avis, ça a été décidé, c'est pas une loi. Moi, je pense que c'est parce qu'à l'époque, on pensait que les garçons étaient plus intelligents.
Je sais, c'est parce qu'en fait, l'homme, il travaille et il gagne de l'argent. Et la femme, eh ben, elle fait le ménage. Chez moi, c'est mon papa qui a mis plus d'argent pour payer la maison. Et aussi, il a dit qu'il était le chef. Et maman, elle est d'accord. Les mamans, elles font toujours le ménage et à manger. Et les papas regardent le journal. Les plus durs travaux, des champs. Que la femme, elle a quand même une place quand même un petit peu particulière. Et quand on est autiste, ça augmente finalement cette vision qu'on a de la femme au niveau de la sexualité, où on peut finalement en faire un objet sexuel. Alors là, vous allez écouter un témoignage. Donc c'est une femme autiste, mais ça pourrait être une femme sans être autiste. Elle aurait la même histoire, je pense. Parce qu'il faut quand même savoir que les enfants, qu'on soit autiste ou pas, sont les proies idéales. Et notamment dans les cas d'inceste. Donc je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité de Brest. Donc j'ai pu lire ce matin qu'il y a un homme de 42 ans qui violait sa fille de 10 ans jusqu'à 14 ans à Brest. Et donc le jugement a été rendu vendredi, où il a eu 12 ans de prison ferme, donc en correctionnel. Voilà. Comment fais-tu pour apercevoir une forêt si elle est cachée par un arbre, comme si une feuille rendait invisible le sous-bois? Moi, je n'y arrive pas. Mais s'il y avait que la forêt que je ne voyais pas, ça ne serait pas si problématique. Il y a tellement de détails qui m'entourent. Et les sous-entendus, comment arrives-tu à les inspecter? Les intentions de l'autre, ça aussi, comment les vois-tu? Ah oui, la théorie de l'esprit, c'est ça. Bah, chez moi, son fonctionnement ne se fait pas. Il y a tellement de données chez l'autre que je ne distingue pas dans les relations sociales. Par contre, je sens dans mon corps des trucs désagréables, mais je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas d'où ça vient, ni comment le verbaliser. Du coup, je me sens piégée dans des relations. Je me souviens quand j'étais enfant, les temps de récréation étaient synonymes de solitude. Personne ne jouait avec moi dans la cour de l'école. Mes jeux ne les intéressaient pas. Les camarades m'exilaient. Alors, j'acceptais n'importe quoi pour ne pas être rejetée et ne pas montrer ce que je ne comprenais pas. J'étais perdue par l'incompréhension qui m'entourait et cela accentuait mes lacunes sociales déjà bien laborieuses. J'étais triste d'être instrumentalisée, mais rassurée de ne pas me savoir invisible. Et puis, l'imitation était mon ombre. J'avais trouvé ce truc où, en me servant de ce que j'observais, je pouvais ainsi être en contact avec les autres de manière assez appropriée, même si quelquefois mes réactions étaient inadaptées. Je me souviens de ce film où je voyais une femme courbée, les épaules légèrement relevées, les sourcils tristes, mais souriante dans la relation avec son interlocuteur. Cela me paraissait bien étrange comme langage corporel, mais ça devait sûrement être comme ça. Triste et paraître content. Lorsque je me retrouve face à une situation ressemblante, je lève l'extrémité de mes lèvres comme pour imiter le personnage du film. Cette technique du sourire m'accompagne encore beaucoup. Dans ma famille, la sexualité était taboue.
Je n'en avais jamais entendu parler. Aussi, je n'ai pas compris que tous les adultes n'étaient pas que des gentils. Car depuis toujours, il m'était rabâché que l'adulte était là pour aider les enfants et en prendre soin. Pourquoi ne pas m'écouter lorsque j'avais mal au ventre et qu'il m'était répondu que ce n'était pas vrai ou du cinéma ? Pourquoi m'obliger à porter ce vêtement qui me faisait mal à la peau ? Pourquoi n'ont-ils pas respecté mes choix lorsque je voulais une pomme de terre entière et non écrasée dans mon assiette ? Ces petits choix n'impactent pourtant en rien votre existence, mais seulement la mienne. Ces petits choix qui m'auraient appris à me respecter, à respecter mon corps et ce qui lui fait du bien, et non le conditionner comme si la douleur n'était rien. Et puis, comment savoir dire non quand il n'est pas pris en compte ? Alors, je finissais par lâcher un oui quand je voulais dire non. Dans ma jeunesse, certains ont profité de tout ça pour répondre à leur envie de jouer. Ils m'ont dit que je ne devais jamais raconter pour protéger notre secret. Et j'ai écouté tous leurs mots au pied de la lettre. Je n'ai rien dit. J'ai répondu à leur autorité d'adulte pendant plusieurs années car j'étais conditionnée à répondre aux attentes de l'autre. Cette phrase, les adultes prennent soin des enfants. Finalement, comme quand j'avais mal à mon corps et que l'on me répondait « Quelle comédienne !» Mais je ne voyais pas où était le mal de ces hommes, même si je ne voulais pas qu'ils me touchent. Ils me considéraient comme à peu près normal, puisqu'ils me disaient s'amuser avec moi. Ils ne me rejetaient pas, eux, ils venaient me chercher pour jouer. Les douleurs que je ressentais et ces déchirements corporels me donnaient accès à des sensations certes insupportables, mais me permettaient de sentir ce que je ne voyais pas. Plus de 27 ans après, je me suis retrouvée face à un de ces hommes. Cet homme dont j'avais gardé en mémoire le fait qu'il jouait avec moi sans me souvenir du contenu du jeu. Quand j'ai croisé son regard, des sensations corporelles ont explosé de douleur à l'intérieur. Cet élément déclencheur a provoqué un tsunami sensoriel. À cet instant, j'ai voulu mettre un terme à tout ça et me donner la mort. Partir de ce monde qui m'avait trompée dans ce qui était normal et ce qui ne l'était pas. Je pensais que mes parents savaient ce qu'il y avait dans ma tête. Je ne comprenais pas ce que l'autre avait le droit de faire ou pas. Je ne savais pas verbaliser ce que je ressentais dans mon corps. Moi qui m'attache aux mots énoncés par l'émetteur. Un suicide raté m'a finalement connecté avec un mot, celui de victime. Victime de viol. Je me bats tous les jours pour tolérer l'horreur que j'ai vécue. Je combats ces souvenirs à chaque respiration. Je me sens tellement seule face à ces souvenirs corporels insupportables, face à ces images où chaque détail me donne ce sentiment d'avoir été abusée 1 millier de fois. Le soutien de ma famille, de mes quelques amis et de mes thérapeutes est important. Il me permet de m'accrocher à la vie pour espérer la vivre un jour. Cette femme autiste violée que je suis ne sera jamais reconnue victime par la loi. Un délai de prescription m'interdit de mettre un nom sur mes agresseurs si je ne veux pas être poursuivie pour diffamation. Toutes ces années, je n'ai fait qu'écouter la résonance de mon dictionnaire des mots. Pas raconter. Garder le silence. Jusqu'à oublier ce qui s'était passé.
Il m'a fallu mettre ma vie en péril pour retrouver la mémoire amnésique. J'ai compris que ce n'était pas avec moi qu'il avait joué, mais avec mon corps, avec ma douleur, avec ma vulnérabilité. Une personne qui avait pris le temps de me laisser des traces indélébiles de son passage dans ma vie. Un mot est un mot. Vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, écoutez vos enfants. Apprenez-leur à respecter leurs choix. Apprenez-leur que l'adulte n'est pas toujours un gentil. Apprenez-leur que le non n'est pas interdit, mais autorise le oui pour soi. Et dites-leur, oui, dites-leur que vous les aimez. C'est important. Donnez-leur tous les outils nécessaires pour compenser leur vulnérabilité face à un agresseur potentiel, pour aujourd'hui et pour demain. Même adulte, l'entourage peut profiter de notre perception de l'arbre qui cache la forêt et de l'enjeu des relations sociales que nous ne comprenons pas pour nous manipuler. N'oubliez pas, un mot est un mot, et nous le gardons et garderons en mémoire toute notre vie, quel qu'il soit. Suite à ce témoignage, on va parler des conséquences, parce qu'on peut bien voir que dans ce témoignage, il y a quand même de graves conséquences. Alors les conséquences, elles sont dramatiques. Ce n'est pas des petites conséquences quand on est victime d'agressions sexuelles, de violences sexuelles ou de viols. Mais il faut savoir que malgré la prévention qu'on peut faire tous et qu'on doit tous faire autour de nous, ça limite les risques, mais ça ne les supprime pas, malheureusement. Donc plus on sensibilise, plus les risques sont moindres, mais ne seront jamais à 0%. Donc les conséquences, il y a les conséquences sur la santé mentale. Donc il y a 96%, donc c'est-à-dire les troubles du sommeil, l'angoisse, l'anxiété, la perte d'estime de soi, les phobies, l'hypervigilance, tout ça. Sachant que quand on voit les conséquences, ça c'est sur des personnes qui ne sont pas autistes. Donc on laisse un petit peu notre imagination, notre réflexion de ce que peut être les conséquences chez une personne autiste. Et puis il y a aussi 69% ont des conséquences au niveau physique, la santé physique. Donc pour un homme, c'est au niveau de l'appareil urogénital, pour une femme la fibromyalgie, les troubles gastro-intestinaux, les douleurs chroniques, la fatigue chronique, l'anorexie, le dysfonctionnement thyroïdien, des choses comme ça. Donc il faut savoir qu'une victime sur deux a tenté de se suicider, et il ne faut pas oublier qu'une grossesse consécutif sur 5 viols sur enfants a donné une grossesse. Donc, quand on est autiste, tout s'aggrave. Tout s'aggrave. Pourquoi tout s'aggrave ? Parce qu'en fait, on rentre dans une spirale infernale. Donc, du fait du fonctionnement autistique, va accentuer les traumas. Pourquoi ?
parce qu'on a un fonctionnement où on voit les détails avant le global. C'est-à-dire que quand vous allez être victime de violence, vous allez, dans votre cerveau, pour une personne autiste, tous les détails vont se succéder les uns après les autres. Et c'est une fois que vous aurez tous les détails que vous allez arriver à la situation globale. Contrairement à une personne neurotypique, donc qui n'est pas autiste, va d'abord voir la situation en général, puis elle va rentrer dans les détails. Donc c'est pour ça que dans le témoignage, la jeune femme exprime, elle dit qu'elle a l'impression d'avoir été violée 1000 fois. Donc pour vous donner un exemple, quand vous avez une image, donc on appelle ça les flashbacks, que l'agresseur a la main en l'air, c'est une image. Quand l'agresseur il a la main donc à 45, eh ben c'est une autre image, et du coup c'est comme si on a l'impression d'avoir été victime de violence 2 fois. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'images pour arriver à une situation globale. Donc ces traumas qui sont accentués va aggraver le comportement autistique. C'est-à-dire que les troubles liés à l'autisme vont être accentués. C'est-à-dire que déjà qu'une personne autiste a des problèmes au niveau du sommeil, donc ça va encore ajouter des problèmes de sommeil. On sait que les personnes autistes ont des troubles alimentaires, du coup ça va encore ajouter des problèmes alimentaires. Donc c'est ce qu'on appelle très souvent la double peine pour une victime autiste, c'est-à-dire que elle a les troubles d'une personne non autiste, plus tous les troubles qui sont liés à son fonctionnement autistique, qui finalement va lui rajouter un deuxième handicap. Et tout ça, ça intensifie finalement très fortement la vulnérabilité. Et le fait d'être encore plus vulnérable va augmenter les risques d'être victime de violences sexuelles. Et on tombe dans une spirale infernale, un cercle vicieux. Donc il y a une phrase qui résume un peu tout ça, c'est « On se renferme davantage dans notre bulle pour se protéger des êtres humains qui nous sont perçus comme autant de dangers. » Parce qu'au bout d'un moment, on va intellectualiser que les personnes, finalement, sont tous des dangers pour nous, même si c'est faux. Donc comment on fait pour se protéger? Parce que le but, c'est quand même ça. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui peut exister, mais le but, c'est de se protéger pour éviter justement d'être une victime en tant qu'autiste ou un agresseur en tant qu'autiste. Donc la première chose, c'est lever les tabous. C'est-à-dire qu'il faut parler de sexualité, bien évidemment, mais pas que la sexualité. C'est surtout l'intimité. Très souvent, on dit, allez, on va faire de l'éducation sexuelle. Sauf que, avant de faire de l'éducation sexuelle, on devrait apprendre à qu'est-ce que l'intimité. Surtout pour une personne autiste, on a quand même beaucoup de difficultés avec cette limite de qu'est-ce qui est de l'intime de soi et qu'est-ce qui est de l'intime de l'autre. Il faut énormément sensibiliser les parents. Il faudrait que, par exemple, dans les CRA qui diagnostiquent les enfants, puissent vraiment informer les parents de cette problématique et de cette vulnérabilité aux violences sexuelles. C'est très important, parce que les parents, ils sont tellement submergés par les difficultés de leurs enfants, pensent que cette donnée-là, finalement, ils en sont épargnés, ce qui est bien évidemment faux. Et puis, l'éducation sexuelle, une fois qu'on a fait de l'éducation à l'intimité, l'éducation sexuelle doit vraiment se faire, pas en fonction de l'âge, mais en fonction de la compréhension de la personne. Et puis, favoriser les groupes d'échange en fonction du genre. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des groupes de parole mixtes, non, il faut essayer de faire des groupes de parole pour les hommes et un autre groupe de parole pour les femmes, parce que la problématique des uns et des autres est complètement différente. Voilà. Par exemple, pour les hommes,
ils vont plus être être très entreprenants, voilà, et finalement ils vont se retrouver en agresseurs, que leur intention ce n'était pas d'agresser quelqu'un, mais ils se retrouvent quand même en tant qu'agresseurs. Et puis former les professionnels à cette vulnérabilité des personnes autistes. J'interviens beaucoup dans les centres médico-sociaux, donc notamment pour adultes, où pour eux, finalement, ils n'avaient pas conscience que oui, il aime bien, ça peut lui faire du bien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Alors peut-être que ça vous surprend que je dise ça, et pourtant c'est la réalité, c'est ce qui se passe dans les institutions. Donc il y a une étude qui a été faite par le Sénat en 2002, donc vous pouvez retrouver sur Internet. Donc quand vous lisez, c'est très long, hein, mais c'est très intéressant. Ça vous montre en fait tout ce qui se passe au niveau de la bientraitance et la maltraitance, et notamment au niveau des violences sexuelles. Ce qui se passe, pourquoi c'est une omerta, pourquoi c'est un tabou et pourquoi rien ne se fait, rien ne se dit. Voilà. Pourquoi ? Parce que les professionnels ont peur de perdre leur place. Les institutions ne veulent surtout pas faire de bruit de ce qui peut se passer dans leur fonctionnement. Plein de choses comme ça. Et donc quand vous êtes professionnel et que vous allez dénoncer un viol, très souvent, ça va être remonté à la direction et en fait, ça s'arrête là. Sauf que là, vous êtes autant coupable que le coupable en ne faisant rien d'autre que ça. Je vous expliquerai dans la loi tout à l'heure. C'est une loi d'ailleurs que très peu de personnes connaissent, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, dans cette étude du Sénat, je vous encourage vraiment à la regarder, à la lire, parce que les choses sont quand même terribles. Vous avez l'impression que ce qui s'est dit en 2002, on est en 2018, finalement il n'y a rien qui a changé. C'est toujours la même chose. On a l'impression qu'on lit, c'est comme si en 2002 il disait dans une boule de cristal de ce qui allait se passer en 2018. Donc, si vous suivez un peu l'actualité, il y a donc un projet de lutte contre les violences sexuelles qui va être voté définitivement au mois de septembre. Donc, c'est déjà passé une fois au Sénat, c'est passé après à l'Assemblée nationale avec des amendements, et là, c'est repassé au Sénat, parce qu'il faut tout le monde soit d'accord. Hein. Et donc, au niveau de l'Assemblée nationale, donc j'ai eu la chance de travailler avec un député, Adrien Taquet, pour mettre en place des amendements proposés en fait à l'Assemblée nationale. Donc nous avions proposé 4 amendements. Sur les 4 amendements, il y en a 2 qui ont bien voulu être portés jusqu'à l'hémicycle. Les 2 autres, on nous a dit que ça... alors il y en a un, c'était que les soins gynécologiques soient obligatoires pour les femmes en institution, parce qu'il faut quand même savoir aujourd'hui que toutes les femmes en institution ont le devoir de prendre la pilule, même si elles ne le souhaitent pas. Voilà, ça aussi c'est une violence sexuelle. On leur oblige. Il y a des témoignages de mamans qui vous disent que si leur fille ne prend pas la pilule en étant en foyer, eh bien, ils ne la gardent pas dans le foyer. Voilà. Et cette manière de faire prendre la pilule, moyen de contraception, ça peut laisser penser que c'est aussi de la protection pour les viols. Il n'y a pas de trace. Donc nous avions proposé cette loi pour qu'il y ait des soins gynécologiques obligatoires. Ça a été refusé. Voilà. On ne sait toujours pas pourquoi ça a été refusé, mais celle-ci, elle a été refusée, même pas pu être montée jusqu'à l'hémicycle. Il y avait une autre proposition d'amendement, c'était qu'il y ait des personnes qui nous accompagnent quand une femme ou un homme autiste va porter plainte à la gendarmerie, parce que le fait qu'on a quand même cette difficulté de compréhension de tout ce qu'on nous raconte peut amener en fait à rendre caduque le dépôt de plainte. Voilà, dans notre association, on a une femme qui est allée porter plainte,
qui était très contente d'avoir poussé la porte. Depuis des années qu'elle souhaitait pousser la porte de la gendarmerie. Donc elle est arrivée devant le gendarme, toute souriante, toute contente d'avoir fait cet exploit. Et la première chose qu'elle lui a dit, c'est bonjour monsieur l'agent, je me suis fait violer, avec le sourire. Donc l'agent lui a dit écoutez madame, c'est pas drôle, rentrez chez vous. Voilà. Il y a aussi cette difficulté qu'on a au niveau de l'expression de notre visage par rapport à ce qu'on vient d'effectuer sur le moment, entre l'expression des mots qu'on va employer par rapport à une situation. Cette loi a bien sûr été refusée. Voilà, en fait, on voulait qu'il y ait un petit peu comme le modèle sur les enfants. Sur les enfants, il y a un protocole qui est mis en place pour les enregistrer, pour pas qu'ils aient à raconter plusieurs fois la même chose. Que ça soit fait aussi pour les personnes autistes. Ça a été refusé. Les deux qui ont été acceptés, c'est que dans les institutions, il y a un référent qui soit présent, qui soit nommé, et qui a le devoir de transmettre toutes les informations à l'ARS de tout ce qui est en lien avec les problèmes liés soit à de l'abus, soit à des violences, soit à des viols sexuels. Et que ça ne passe plus par l'établissement gestionnaire, mais que ça sorte de cette coupole de l'omerta et que pour protéger davantage aussi bien les résidents que les professionnels. Et les professionnels dans le sens où, quand on parle de harcèlement sexuel au travail, ça se passe aussi au sein des institutions. Ça ne se passe pas que dans les bureaux de secrétaires, etc. Ça se passe aussi dans les institutions. Voilà. Alors là, c'est une règle d'or qu'on apprend, qu'on devrait apprendre à tous les enfants. Ce qui ne se fait pas, donc c'est une vidéo qui vient du Canada, parce que comme on le sait tous, le Canada est quand même très très en avance sur la France, sur plein de choses. Et donc cette petite vidéo, vous devriez tous la voir et la montrer à vos enfants, la montrer si vous êtes des professionnels qui travaillent dans une institution, dans votre institution, ou même si vous êtes dans un CESAD, des choses comme ça. C'est vraiment important, c'est très compréhensible, ça dure 30 secondes et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc cette petite vidéo là, qui est très courte, qui est très certes enfantin, mais finalement elle est très compréhensible. On ne touche pas ici. Voilà. On ne touche pas ici. On verra. Je vous montrerai une petite liste de ce qui est bien de faire et pour justement on ne touche pas ici. Alors là, c'est une vidéo que je pense que vous l'avez tous peut-être regardée. Si vous l'avez tous regardée, je ne la refais pas passer. C'est la tasse de thé. Est-ce que vous la connaissez? Non. Donc la tasse de thé, c'est une manière de faire comprendre qu'est-ce que le consentement. Voilà. Donc moi, il faut quand même... moi, j'ai mis... je l'ai regardé bien 5-6 fois pour vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Mais finalement, c'est très compréhensible. C'est l'histoire d'une tasse de thé qui est mise en lien avec le sexe. Si vous avez du mal à comprendre le mot consentement, alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé. Vous dites « Eh, ça te dirait une tasse de thé ?» Et si la personne vous répond « Putain ouais, j'ai grave envie d'une tasse de thé, merci », alors ça veut dire qu'elle veut la tasse de thé. Si vous dites « Eh, tu veux une tasse de thé ?» et que la personne vous répond « Je sais pas, peut-être, mais je suis pas vraiment sûr », alors vous pouvez lui préparer une tasse de thé, ou non, mais soyez bien conscient qu'elle n'en voudra peut-être pas. Et si elle ne veut pas boire votre thé, c'est là que ça devient important. Ne la forcez pas à boire. C'est pas parce que vous avez préparé du thé que vous devez forcer les gens à le boire. Et si la personne vous dit « non merci », alors ne faites pas de thé du tout. Ne lui faites pas de thé.
Ne la forcez pas à boire du thé, ne vous énervez pas parce qu'elle ne veut pas de votre thé, elle ne veut juste pas de votre thé, ok? Elle pourrait vous dire « oui, avec plaisir ». Et quand le thé arrive, finalement, elle n'en veut plus du tout. Bon, c'est sûr, c'est plutôt chiant parce que vous êtes déchiré à préparer tout ce thé, mais rappelez-vous que personne n'est obligé de boire du thé s'il n'en a pas envie. Oui, la personne voulait du thé, mais plus maintenant. Il y a des gens qui changent d'avis en moins de temps qu'il n'en faut pour faire bouillir l'eau, infuser le thé, rajouter le sucre. Ça arrive qu'une personne change d'avis. Et vous n'avez toujours pas le droit de la forcer à boire. Et si elle est inconsciente, ne lui préparez pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas de thé. Et en plus, ils sont incapables de répondre à la question « Est-ce que tu veux du thé ?» parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être qu'elle était réveillée quand vous lui avez demandé du thé. Et elle a dit oui, mais le temps de faire bouillir l'eau, d'ajouter du thé et un peu de lait, elle s'est évanouie. Vous devriez juste poser votre thé et vous assurer de sa sécurité. Et là encore, c'est le plus important, ne lui faites pas boire votre thé. Ok, elle a dit oui tout à l'heure, mais les personnes inconscientes ne veulent pas boire de thé, ok ? Si quelqu'un accepte de boire un thé avec vous, qu'il commence à boire, puis qu'il s'endort ou s'évanouit avant d'avoir fini, ne continuez pas à lui verser du thé dans la bouche. Rangez le thé et assurez-vous plutôt qu'il va bien. Parce que les gens inconscients n'ont vraiment pas envie de boire de thé. Croyez-moi là-dessus. Si quelqu'un est venu boire du thé chez vous samedi dernier, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous lui fassiez du thé tout le temps. Il n'a pas envie que vous pointiez chez lui tout le temps pour le forcer à boire en lui disant « Mais tu voulais du thé la semaine dernière ?» Ou pire, d'être réveillé par une personne qui lui verse du thé dans la bouche en lui disant « Mais tu voulais du thé la nuit dernière ?» Si vous arrivez à comprendre à quel point c'est débile de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous comprenez pourquoi les personnes ne veulent pas de thé, alors pourquoi ce serait si difficile de comprendre quand il s'agit de sexe ? Quand on parle de thé ou de sexe, le plus important, c'est le consentement. Sur ce, je vous laisse, je vais me faire une petite tasse de thé. Donc cette vidéo, elle est faite pour que justement les personnes qui ont envie d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un ne respectent le consentement de l'autre et aussi le fait que quand une personne dort, quand une personne n'a plus envie, quand une personne ne veut plus, il faut accepter que l'autre ne veut plus. Et c'est pas parce qu'elle veut plus qu'elle vous aime pas ou qu'elle va vous rejeter, c'est que pour l'instant elle veut pas. Voilà. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter parce que sinon vous allez vous retrouver dans la position d'un agresseur et un agresseur c'est puni par la loi. Donc comment on peut protéger le plus possible ? Alors déjà, il faut connaître son corps. Donc c'est la première chose qui est vraiment importante, connaître toutes les parties de son corps. Donc par le biais de l'éducation sexuelle, bien sûr, mais pas que. C'est-à-dire que quand on est enfant, les parents doivent apprendre le plus tôt possible à connaître toutes les parties intimes du corps, notamment. Il y a aussi comprendre en fait qu'est-ce que la notion d'intimité. C'est-à-dire que on peut être intimidé ou on peut être finalement le méchant et intimidé. Ce que je veux dire, c'est que une personne autiste va pas se rendre compte forcément qu'elle va être l'objet de moqueries, de choses comme ça, et elle va laisser perdurer la situation jusqu'à un moment où elle va se rendre compte que ce qu'on lui fait, c'est pas bien, que ça fait mal, et elle va être intimidée par l'agresseur, et du coup, elle va rien dire. Et puis, il y a aussi, dans l'autre sens, où la personne autiste peut intimider du fait de la non-compréhension de l'échange social qu'il peut y avoir avec l'autre, va intimider sans avoir l'intention d'intimider. Il y a la notion de choix. La notion de choix, elle doit s'apprendre dès le plus jeune âge. Par exemple, même si la personne est non-verbale, c'est-à-dire qu'on lui fait choisir, même si on met 2 gâteaux identiques dans chaque main, ou 2 verres d'eau, ce que vous voulez, lui faire choisir lequel tu veux. Voilà. Et ça permet d'avoir accès au choix petit à petit, sans mettre trop de possibilités de choix, parce que quand il y en a trop, c'est impossible à choisir. Alors, moi, je parle, je suis venue jusqu'à vous.
Et c'est pas pour ça que j'ai pas de difficulté de choix. Je suis incapable de choisir quand il y a plus de 3 choses. Donc quand il y a plus de 3 choses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la première chose qui est devant moi. Voilà. Il y a apprendre les limites de son intimité. Alors comment on peut faire? On peut commencer déjà, on ne rentre pas dans la chambre de l'autre sans avoir toqué à sa porte. C'est tout bête, ça ne fait rien de plus. Et pourtant, ça montre en fait qu'on a une sphère intime et que tout le monde ne peut pas y rentrer comme il le souhaite. Il y a l'apprentissage de la toilette intime dès le plus jeune âge. Alors, souvent, les parents ils me disent « Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est pas possible. » Si, c'est possible dans le sens, dans le sens de savoir faire le geste. Parce que quand l'enfant va arriver, ça peut, en institution, au moins c'est cette partie intime précise où personne ne va le toucher. Et pourquoi aussi? C'est aussi lui apprendre qu'il n'y a que lui qui touche cette partie-là. C'est pas une fois maman qui va laver, une fois papa qui va laver, une fois le grand-père, une fois la grand-mère, une fois la tante. Finalement, tout le monde peut mettre sa main entre les cuisses. C'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait à la maison. Voilà. Et du coup, le jour où il y a une personne qui fait ça, qui n'est pas un des parents, l'enfant en fait, va trouver ça normal, finalement, de se faire agresser. C'est normal, puisque mes parents, ils mettaient la main pour me laver, donc que ça soit le boulanger ou qui on veut, finalement, c'est pareil, il fait la même chose, donc c'est pas dangereux. Il y a l'autorité d'adulte selon une mission et un contexte. Donc, comme on a pu le voir dans un des témoignages, souvent on dit oui, c'est l'adulte qui commande, l'adulte il est là pour t'aider. Oui, mais l'adulte il est là pour t'aider dans une mission précise et dans un contexte précis. Par exemple, un médecin, quand vous allez au médecin, il va vous demander de vous déshabiller, c'est normal. Par contre, le médecin que vous allez croiser derrière l'église ou dans la rue du village, qui va vous demander la même chose, non, c'est pas normal. Alors pour vous, c'est une évidence que c'est pas normal, que pour une personne autiste, c'est pas si évident que ça, parce qu'on nous apprend qu'avec le médecin, il faut enlever son t-shirt. Donc qu'on le croise dans son cabinet ou qu'on le croise au milieu de la route, s'il nous demande la même chose, on fera la même chose. Voilà. Il y a l'apprentissage du non. L'apprentissage du non, c'est une chose que très souvent ça enquiquine les parents, que l'enfant il dit non. Pourtant il faut respecter son non, même si des fois il dit non, mais en fait il faut absolument qu'il dise oui, parce que sinon ça ne peut pas avancer. C'est lui dire oui, j'ai bien entendu ton non, je respecte ton non, sauf que dans cette situation-là, maman, elle voudrait que, voilà, c'est des choses comme ça. C'est vraiment l'apprentissage du non, c'est plus qu'important, quoi. Et très souvent, c'est quand même zappé, puisque vous pouvez demander à la majeure partie des personnes autistes, il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'elles ont le droit de dire non. Donc, en fait, tout ça, si on ne protège pas, en fait, on va perdre de l'estime de soi, on va de moins en moins se respecter et on va de moins en moins s'affirmer. Donc que si on protège et qu'on essaye de mettre tout ça en place quotidiennement, du coup on va gagner de l'estime de soi et du coup on va davantage se respecter, parce que quand vous avez envie de dire non, mais qu'on vous a appris que finalement quand vous dites non on n'est pas respecté, que le non n'est pas respecté, au bout d'un moment vous allez croire que votre parole elle n'a aucun sens, que vos choix ils n'ont aucun sens, et que du coup vous allez de moins en moins vous respecter, bien évidemment, et du coup de moins en moins vous affirmer, puisque en fait on vous a bien expliqué que votre choix n'a aucune importance, et en fait c'est aussi un cercle vicieux. Donc comment on peut accompagner les personnes victimes de violences sexuelles ou de viols? Déjà c'est de les écouter. Alors les écouter aussi bien avec les mots qui puissent sortir de leur bouche, que les écouter dans tous les comportements qu'ils peuvent avoir avec leur corps, parce que quand on est non-verbal, exprimer quelque chose qui nous est arrivé, c'est très compliqué, et il faut être très attentif à la communication du corps,
Il y a un exemple, il y a une maman qui, donc c'était la semaine passée, donc qui a été, sa fille a 23 ans, elle n'est pas en institution, elle est à domicile, et elle a été victime de viol. La jeune fille n'a rien dit, parce qu'elle ne savait pas que en fait, elle avait le droit de dire non et que ce qu'on lui a fait, c'était pas normal. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'en fait, ça lui avait fait très très mal. Et la maman a réussi en fait à décoder ce qui lui est arrivé parce qu'elle a été très attentive en fait à son changement corporel, à son changement de comportement. C'est passé au tribunal et la jeune femme a pu raconter tout en détail les lieux où elle a été victime de viol. Donc c'est pour vous dire que cette jeune fille, en fait, l'expression que son corps exprimait montrait bien qu'elle avait été victime de viol et elle a pu décrire tous les lieux, tout ce qui lui est arrivé et donc l'agresseur a été condamné. Mais si la maman n'avait pas été attentive à tous ces troubles de comportement liés à ses attitudes corporelles, l'agresseur courrait toujours. Donc la première chose, oui, c'est bien de les écouter, et puis c'est de leur dire qu'elles ne sont pas responsables, que ce n'est pas de leur faute, qu'elles y sont pour rien, c'est pas elle qui est en cause, c'est l'agresseur qui est en cause, c'est l'agresseur qui est coupable, et qu'elle c'est une victime. C'est des mots qui sont très très importants, parce que quand une personne est victime de viol, et qu'elle s'exprime, elle ne va pas s'exprimer beaucoup, elle va s'exprimer une fois. Les enfants, comme les enfants qui ont été victimes d'inceste ou de viol, vont s'exprimer une seule fois. Et une fois qu'ils l'auront exprimé, si l'adulte n'est pas attentif, il n'en reparlera plus jamais. Donc c'est très très important d'être à l'écoute. Et les réponses qu'on peut apporter en tant qu'écoutant, c'est de faire attention aux mots qu'on emploie, notamment chez les personnes autistes, parce que ça peut laisser des séquelles et ça peut finalement aggraver la situation de coupable, parce que la majeure partie des victimes qui ont vécu des viols ou de l'inceste se sentent coupables de ce qui leur est arrivé. Pour elles, c'est elles les coupables. Donc c'est un gros travail de résilience qui est fait, et les mots sont vraiment importants, et les premiers mots qu'une personne doit entendre, c'est le mot victime. Voilà. Donc il y a des numéros qui sont là pour vous aider si vous êtes victime de violence, ou si quelqu'un vous a fait part d'actes que votre ami ou votre enfant ou qui vous voulez a eu. Il y a 3 numéros qui existent à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a le numéro de FDFA. Donc FDFA, c'est une association. C'est Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Donc qui milite énormément pour le droit des femmes, et notamment les personnes en situation de handicap. Il y a aussi le numéro 3977 qui est inconnu pour la majeure partie des gens, mais c'est un numéro qui est fait pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Alors pourquoi elles sont différenciées du 3919, qui est en fait le même service, ça dépend de la même chose, parce qu'en fait le 3977, c'est une écoute qui est plus attentive en fait à toute la problématique d'articulation, et ce sont des femmes qui sont davantage disponibles au niveau de l'écoute du silence. Voilà. Parce qu'on n'en parle pas souvent des personnes âgées, mais les personnes âgées sont énormément victimes de violences sexuelles, et ces femmes ne disent jamais rien. Alors que dit la loi ? Alors la loi, elle dit plein de choses. Elle dit plein de choses que justement, on veut la changer parce qu'elle ne protège pas assez ni les enfants, ni les victimes. Alors d'aujourd'hui, en France, il faut prouver à une victime qu'elle n'était pas consentante au moment du viol.
ce qui est compliqué puisque quand on connaît le mécanisme, au niveau du cerveau, quand on se retrouve face à une situation de telle, en fait, on est en sidération, c'est-à-dire que le cerveau va se couper et ne sera pas là pour émettre une émotion, un mot. Il va être en fait se mettre en position d'objet pour se protéger, c'est une protection. Et du coup, forcément, on ne peut pas se rendre compte il n'y a pas de preuve comme quoi la personne n'était pas consentante. Donc c'est toute la difficulté, notamment avec les enfants, où il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de loi d'âge. Un enfant de 4 ans peut être victime d'inceste ou de viol, mais ça peut être considéré comme une agression sexuelle et pas comme un viol, parce qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge limite. Voilà. Là, le viol est reconnu jusqu'à 2 ans. Mais après 2 ans, il y a quand même un gros problème au niveau de la loi. Donc aujourd'hui, un agresseur qui va être coupable peut encourir jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Donc il faut le savoir, il ne faut pas s'amuser à vouloir refuser la parole de son partenaire. Quand il dit non, c'est non. C'est pas oui, peut-être, c'est non. Et même si la personne n'arrive pas à exprimer le non, parce que voilà, comme je vous ai expliqué, par rapport au processus du cerveau, il faut être sûr que la personne soit d'accord et donc lui demander. Voilà. Alors ça peut être un peu réverbatif ou coupe-sexe ou je ne sais pas quoi que je peux vous dire, mais c'est quand même important, notamment avec des personnes handicapées. Et puis il y a une loi qui est méconnue et pourtant qui existe et qui met très souvent les personnes à mal parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont vu des choses et elles n'ont jamais dénoncé. Donc ça s'appelle la loi de non-dénonciation. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que le viol a été reconnu comme crime depuis pas très longtemps, depuis 2 ans. Et donc ça fait partie de l'article 222-22 du Code pénal qui fait que si on ne dénonce pas un viol, on est autant coupable que le coupable. Voilà. Alors on peut aller jusqu'à 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Donc ça commence à sortir en ce moment, donc ça fait à peu près 6 mois qu'il y a des personnes qui n'ont pas dénoncé et qui se retrouvent à la barre et qui se retrouvent finalement en prison parce qu'elles n'ont pas dénoncé ce qu'elles ont vu. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous ayez en tête parce que c'est votre rôle de citoyen en France. Voilà, on est français et on est citoyen français et ça fait partie de la loi française. Donc vous avez le devoir et l'obligation, c'est même pas le devoir, c'est l'obligation de dénoncer quoi que ce soit en lien avec un viol. Voilà. Et donc je terminerai en fait par 5 mots qui sont très importants. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la violence sexuelle, c'est la sensibilisation, c'est la protection, c'est l'écoute, c'est l'aide et c'est l'accompagnement. Voilà, ce sera finalement mes 5 mots de conclusion qu'il faut garder en tête et qui sont là autant pour protéger les victimes que finalement pour protéger les futurs agresseurs qui ne voulaient pas être agresseurs. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute et votre accueil ici. Et voilà, je ne sais pas comment ça se passe pour les questions, mais je suis à votre disponibilité. Merci beaucoup Marie pour cet exposé extraordinairement précis et documenté et qui nous permet de réfléchir et qui va permettre, espérons-le, à tous les jeunes qui ont un TSA ou qui d'ailleurs sont neurotypiques aussi, de pouvoir réagir aux besoins.
Donc là, j'ai retrouvé la loi. C'est pour ça que je me disais, c'est bizarre que je l'ai mangée, parce que pour moi, j'étais persuadée qu'elle existait déjà. Et donc, mais quand on l'a annoncée, quand on l'a écrite, je disais, mais en fait, ça sert à rien, elle existe déjà. Et donc, Adrien Taquet me disait, bah non. Je dis, ah bon. En fait, c'est la formation obligatoire des professionnels. Donc, à la sensibilisation de ce qu'on a fait aujourd'hui, par exemple, mais aussi la formation aux personnes autistes elles-mêmes. Voilà. Parce qu'on parle d'éducation sexuelle qui ont lieu à l'éducation nationale. Donc on le sait qu'il y a trois séances qui ont lieu à l'éducation nationale. Mais en fait, dans les institutions, ce n'est pas une obligation, c'est au bien vouloir de la direction, au bien vouloir de tout ça, qui fait que il va y avoir des groupes ou pas. Voilà. Donc c'est ça, le quatrième, c'était la formation obligatoire, aussi bien pour les professionnels que pour les personnes handicapées elles-mêmes.